Ah, je n'ai même pas regardé ça, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, la Mauritanie est sur une bonne lancée avec un taux de croissance prévu en 2004 de l'ordre de 4,5%. Une inflation qui est maîtrisée par rapport à une envolée qu'on a vu ces dernières années. Un déficit du compte courant qui est quand même relativement stabilisé aujourd'hui. Des réserves d'échange importantes. Donc, je pense qu'on est sur une bonne lancée sur ces aspects-là, même si les perspectives restent quand même très incertaines parce que l'économie mauritanienne est étroitement dépendante des fluctuations des prix des matières premières. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra travailler au cours des prochaines années. Également, il aussi, il n'est pas à l'abri de crises climatiques, de crises également géopolitiques, comme celle qu'on a vécue ces dernières années. En conclusion, l'économie est dans une situation relativement stable, mais avec des perspectives qui restent incertaines. La pêche a toujours suscité beaucoup d'espoir en Mauritanie, parce qu'on a un potentiel halieutique qui est extrêmement intéressant et une contribution qui reste quand même en deçà des espoirs suscités en termes de contribution au PIB, autour de 6 à 10% suivant les années. Des recettes d'exportation qui restent également assez variables, hein, entre 25-30%, 20-25-30%, et un potentiel qui n'est pas encore suffisamment exploité, notamment en termes de valeur ajoutée sur l'économie nationale. Mais c'est un secteur qui reste un secteur extrêmement stratégique euh, pour la Mauritanie, pour lequel des efforts importants ont été menés ces dernières années et qui reste lui aussi, qui a aussi besoin de réformes importantes. Je pense que les différentes politiques menées par le gouvernement vont dans ce sens-là. Cependant, là encore, les résultats restent en deçà des espoirs suscités et du potentiel qu'il y a, notamment en termes évidemment de création de valeur ajoutée, mais également de création d'emplois, notamment en comparaison avec les pays de la sous-région comme le Maroc ou comme le Sénégal, par exemple. Écoutez, si vous enlevez le secteur minier et le secteur des pêches des recettes d'exportation de la Mauritanie, et qu'il ne vous reste plus que 3%. Ce qui veut dire que en additionnant les exportations des mines et celles de la pêche, vous avez entre 97 et 98% des exportations de la Mauritanie. Et donc nous sommes évidemment extrêmement dépendants de ces exportations-là. Et je pense que l'une des premières leçons qui ont été tirées justement de la crise du Covid a été de dire nous ne pouvons pas rester indéfiniment dépendants de l'extérieur, non seulement en termes d'exportation, également en termes d'importation, parce que vous savez qu'on importe la plupart de nos produits alimentaires en Mauritanie, alors que là aussi, il y a un potentiel un potentiel en matière au moins de besoins alimentaires, de sécurité alimentaire, qui peut largement être satisfait par la combinaison du potentiel qu'il y a dans le secteur des pêches, mais également dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Donc, normalement, la Mauritanie devrait pouvoir assurer sa souveraineté alimentaire. Évidemment, ça nécessite des investissements massifs, ça nécessite de la formation, c'est de l'amélioration des capacités personnelles, ça nécessite aussi un environnement favorable aux investissements. Ce sur quoi, à mon sens, travaille le gouvernement aujourd'hui. Alors, la réponse est oui, évidemment, tout simplement parce que d'autres l'ont fait avant nous et qu'il n'y a pas de raison que nous n'en fassions pas autant.
Cela dit, ça nécessite évidemment une forte volonté politique, ça nécessite des réformes qui peuvent parfois être assez brutales, et ça nécessite peut-être de révisiter notre modèle de développement économique qui a été toujours tourné vers l'extérieur et tourné vers une économie de rente. Parce qu'on a le secteur des mines, on ne transforme pas le secteur des mines en Mauritanie, on exporte les mines dans leur état brut. C'est la même chose pour la pêche. On ne transforme pas la pêche en Mauritanie, on exporte le poisson tel qu'il est. On n'a pas suffisamment de capacité de transformation et donc d'amélioration de la valeur ajoutée au niveau national, ce qui est évidemment ce qui est créateur d'emplois. Parce que c'est par l'industrialisation que l'on peut créer des emplois, comme ça a été le cas, comme je l'ai dit, dans beaucoup d'autres pays. Alors, il n'y a absolument pas de raison que nous ne puissions pas en faire autant. La limite serait, comme je l'ai dit, une forte volonté politique, des réformes importantes qu'il faut mener, aussi bien au niveau du secteur privé que du secteur public. Et puis peut-être un changement de paradigme, tout simplement, de dire notre modèle économique ne peut plus être un modèle extrêmement tourné vers l'extérieur avec, comme je l'ai dit, une économie de rente et plus une économie tournée vers la transformation. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce sont des secteurs qui ne nécessitent pas un fort besoin en termes de technologie, mais qui a plutôt une forte intensité en main-d'œuvre, ce qu'on peut évidemment mobiliser à travers notamment la promotion de la formation, la promotion du financement, parce que ça aussi c'est un boulot d'étranglement. Si le secteur privé doit se développer, c'est qu'il y a besoin aussi de financer l'économie. Et financer l'économie, ça passe aussi par un secteur bancaire qui puisse accompagner la transformation économique et peut-être le développement d'un marché de capitaux de manière générale. Je pense que toutes ces réformes, les zones économiques, la zone franche de Nouadhibou, mais également toutes les réformes qui sont faites pour améliorer le climat des affaires, fixent toujours quasiment le même objectif. Comment promouvoir l'investissement privé, comment assurer une sécurité de ces investissements. Et quand on dit investissement privé, on parle également de rentabilité du secteur privé. C'est aussi dans ce cadre qu'une agence de promotion à l'investissement a été créée, qui est en train de faire aussi des choses relativement intéressantes. Mais tout ça, on va dire, rentre dans un même moule. C'est comment promouvoir un investissement privé qui soit évidemment rentable. Promouvoir un investissement privé, c'est aussi par ailleurs pour l'État améliorer les infrastructures de manière générale. On ne peut pas avoir un investissement privé si on a encore des problèmes d'électricité, si on a encore des problèmes d'eau, si on a encore des problèmes en termes de ressources humaines, parce qu'on a besoin de ressources humaines locales, voilà, et si on a encore des problèmes de télécommunications. Il est évident que ce sont ces facteurs de production et leurs coûts qui peuvent générer plus d'investissements, y compris évidemment un climat des affaires amélioré, ce qui, comme je l'ai dit, est le cas aujourd'hui. Donc je pense que le gouvernement a fait des réformes importantes, mais à mon sens, il faudrait peut-être ne pas démultiplier ça. Il faudrait peut-être s'assurer que le modèle que nous voulons mettre en place est un modèle qui marche, se concentrer peut-être sur un pilote, un projet pilote particulier, voir quels sont les obstacles auxquels les entreprises sont confrontées, comment pouvoir les lever, avant peut-être de généraliser ce modèle au niveau national. Je n'ai pas la prétention d'être un expert de la pêche, pour être très clair. D'ailleurs, expert de rien du tout. Je suis quelqu'un qui a eu la chance d'avoir occupé des postes de responsabilité importants qui m'ont permis d'avoir un certain point de vue sur des questions stratégiques pour le pays. Donc, sur la base de cette expérience, je peux donner des idées, mais pas de recommandations, ni de leçons d'ailleurs. Je n'ai absolument pas cette prétention du tout.
Je pense que nous sommes dans une situation qui nous permet de pouvoir tirer les leçons des expériences des autres, tout simplement. Je pense qu'on ne nous demande pas d'inventer des choses. On nous demande tout simplement de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans certains pays. Et c'est peut-être le privilège que nous avons d'être un peu plus en retard par rapport à d'autres pays. C'est que cette possibilité de voir ce que les autres ont fait en termes de réussite, mais également en termes d'échec, et de pouvoir, nous, en tirer les meilleures leçons, pour pouvoir les adapter à notre environnement. Parce qu'il y a aussi toute la problématique de l'appropriation des réformes par le contexte local, dans l'environnement local. C'est pas parce que c'est quelque chose a réussi au Maroc ou au Sénégal que ça peut réussir en Mauritanie. Il faut aussi faire l'effort d'adapter ces réformes à notre environnement, à notre culture. Les questions culturelles sont également extrêmement importantes. On en a vu des exemples très intéressants dans le secteur des pêches. On a essayé de former des pêcheurs alors que culturellement, ils ne sont pas formés pour ça. Donc ça nécessite beaucoup d'efforts, ça nécessite beaucoup de sensibilisation. Également, ça nécessite des apports technologiques, des apports de renforcement des capacités qui sont absolument nécessaires. Alors, nous avons là aussi la chance d'être en retard. Si ça peut servir à quelque chose, c'est vraiment au fait qu'aujourd'hui, on peut adopter les technologies les plus récentes. On n'a pas à faire, à installer des industries lourdes comme on en a vu par le passé dans des pays qui sont d'abord qui sont extrêmement nocifs par rapport à l'environnement. Donc nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir bénéficier de la transition énergétique qui est en cours, parce qu'on n'a pas à avoir besoin de déconstruire des industries qui existaient là, parce qu'il n'y en avait pas, en tout cas il y en avait peu, et de construire de nouvelles industries sur des standards qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, mais également des standards qui adoptent les dernières technologies qui sont aujourd'hui plus accessibles. Hein. On a vu la digitalisation, ça donne des résultats extrêmement intéressants. C'est d'ailleurs probablement pour cette raison que le président de la République a eu, à mon sens, hein, l'excellente idée de créer un ministère chargé de la digitalisation et de la transformation. Également, ce sont des réformes qui sont faites au niveau du ministère de l'Énergie pour accompagner cette transition énergétique. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel aussi dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'éolien, dans le domaine de l'hydrogène vert, qui sont tout autant des facteurs extrêmement intéressants qui pourraient favoriser une industrialisation de la Mauritanie qui soit plus efficace, plus efficiente, plus respectueuse de l'environnement. Écoutez, le secteur de la pêche, avec un potentiel aussi important, avec des espèces aussi variées, nécessite évidemment des investissements à terre, non seulement à la modernisation de l'outil de production, c'est-à-dire les bateaux de pêche, etc., qu'ils soient des bateaux plus modernes, etc. Donc ça, c'est évidemment des investissements. Mais également envisager la production, comment est-ce qu'on pourra la produire. D'abord, comment on pourra la débarquer, ce qui nécessite évidemment des infrastructures de débarquement importantes. Il y a eu des projets de construction de nouveaux ports, hein, Tanit, Ndiago, etc., même s'ils ne sont pas utilisés aujourd'hui dans leur potentiel optimal. Il y a évidemment le port de Ouadimou, mais les infrastructures de débarquement, c'est d'abord un premier pas. Ensuite, les infrastructures de stockage, parce qu'il faut stocker ce poisson-là, ça veut dire des capacités de stockage, des capacités de congélation importantes. Nous en sommes encore loin, c'est pas suffisant ce qu'on a. Et puis par la suite, évidemment, des infrastructures de transformation pour ajouter de la valeur. Évidemment, envisager par la suite l'exportation. C'est vraiment toute la chaîne de valeur sur laquelle il faut agir, et c'est pas quelque chose de très compliqué, à mon sens. Comme je l'ai dit, c'est pas des infrastructures, c'est pas des investissements qui nécessitent une forte intensité capitalistique. C'est pas un capital extrêmement important, c'est un capital qui est tout à fait accessible aujourd'hui, à condition que le secteur bancaire, mais à condition également que les partenaires au développement essayent d'accompagner la Mauritanie dans ces réformes-là. Donc, le financement, comme je l'ai dit, aujourd'hui pose un problème.
parce que les banques ne disposent pas de ressources longues pour accompagner quand on parle de projets industriels, c'est des projets par essence de long terme. Donc les banques n'ont pas aujourd'hui les ressources longues suffisantes pour pouvoir accompagner ça. Il y a donc besoin effectivement de lignes de crédit pour accompagner ces financements-là. Évidemment, il y a besoin que l'État aussi de son côté fasse des efforts importants en matière d'investissement dans les infrastructures. Infrastructures de débarquement, infrastructures de transformation, en tout cas de promotion des infrastructures de transformation, infrastructures d'énergie, infrastructures d'eau, infrastructures de télécommunications, tout ça, ce sont des facteurs qui aident à diminuer les coûts de production et à rendre le produit mauritanien beaucoup plus compétitif par rapport dans les marchés internationaux. Disons qu'il à mon avis, il ne dispose pas de suffisamment de ressources longues pour accompagner ça. Je pense que le secteur bancaire mauritanien a connu ces dernières années, et ça, c'est ici l'occasion de le dire et de féliciter les réformes qui sont faites au niveau de la Banque centrale, même si certains ne l'entendent pas. Je pense que la Banque centrale est en train de faire des réformes extrêmement importantes pour stabiliser le secteur bancaire et financier et pour promouvoir un marché de capitaux qui, au-delà des banques, va pouvoir mobiliser des financements plus intéressants. Les banques elles-mêmes n'ont pas réussi à mobiliser une épargne longue. C'est vraiment cette épargne qui permet de financer des projets d'investissement. Et je pense que là aussi, la Banque centrale, mais le secteur financier de manière générale est en train de réfléchir sur comment mobiliser des ressources longues. Les banquiers ne demandent qu'à accompagner, évidemment, c'est leur rôle. Mais ils ne peuvent pas le faire si elles n'ont que des ressources courtes, on va dire, parce que c'est essentiellement des dépôts. N'est pas un épargneur à la banque. Exactement. C'est des ressources, c'est des dépôts à vue, et c'est évidemment très risqué. C'est pourquoi la Banque centrale impose un certain nombre de ratios, d'ailleurs. Ce sont donc des ressources courtes qui peuvent difficilement accompagner des projets d'investissement. Encore une fois, je n'ai pas de conseils ni de stratégie à donner. Je pense que, comme je l'ai dit au début, nous avons la chance de pouvoir voir ce qui a été fait ailleurs et de pouvoir l'adapter. De mon point de vue, c'est pas quelque chose de très compliqué. S'il y a la volonté de part et d'autre, parce qu'on a souvent tendance à dire volonté politique, volonté de l'État, etc. Mais il y a aussi effectivement un changement peut-être de paradigme au niveau du secteur privé pour lui dire, écoutez, c'est pas seulement en faisant du commerce qu'on peut développer un pays. Il faut aussi que nos entrepreneurs se transforment en industriels. Parce que, comme vous le savez, traditionnellement, c'est des commerçants, c'est des gens qui veulent acheter et vendre. C'est évidemment ce qu'il y a de plus simple, ce qui est moins risqué. Mais pour transformer le pays, il y a besoin de l'industrialiser. Et pour l'industrialiser, il y a besoin de prendre des risques. Et pour l'industrialiser, il y a besoin d'infrastructures. Donc c'est un ensemble, en fait, d'actions ou de stratégies qu'il faut mettre en place pour que chacun y trouve ses comptes. Évidemment, l'État, parce que c'est son rôle que de promouvoir les investissements, que de développer les infrastructures. Également, le secteur privé, c'est aussi son rôle d'investir, c'est aussi son rôle, même s'il doit gagner de l'argent, et il doit gagner de l'argent. Mais également la société civile, les citoyens de manière générale, pour inscrire leur action dans cette perspective. Monsieur Abdelaziz, nous vous remercions d'avoir accueilli Émergence pour cette discussion. Et nous allons arrêter l'émission à cette question-ci. Si vous avez un mot pour la fin, bien sûr. Mais juste pour vous remercier et vous souhaiter très bonne chance dans cette. Je pense que, comme je l'ai dit au départ, promouvoir un débat économique et moins politique, parce qu'on fait beaucoup trop de politique en Mauritanie, on ne parle que de politique. Je pense qu'il y a de la place pour parler économie, pour parler d'autres aspects, et je pense que vous y contribuez.